Alors nous allons commencer et je pense qu'on attend encore peut-être une cinquantaine de personnes, mais ils nous rejoindront en cours de route. Bonjour à tous et bonjour à tous nos participants des Amériques. Je vois qu'il y a des collègues du Canada. Bon après-midi à nos participants du continent africain et européen. Et bonsoir à l'Asie, au Pacifique et à l'Australie si vous êtes des nôtres. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui pour le nouveau webinaire de l'IGF qui porte sur le thème de la valorisation et du développement des chaînes de valeur dans le secteur minier. Avant de me présenter et de présenter les intervenants, je voudrais juste vous donner quelques informations logistiques pour permettre à tout le monde de bien suivre les discussions. Euh, le webinaire est en français, mais nous avons une traduction simultanée en anglais. Just for the sake of those who are non-French speaking, before I give the instruction, I'll just do this in two languages now. This webinar is in French, but we have simultaneous translation both in English and French. So how do we do this? To get the simultaneous translation on your Zoom application, you will see at the end, there is a button on the far right called interpretation. So click on that button, select your language, English in your case. Make sure that if you don't want to hear the background French language in the background, to mute the original audio. There is a little last option there, but make sure you select the language you want to use throughout the webinar, because that's the only language you will hear from the channel. So please select English if you want to have simultaneous translation in English. This option is only available for those using the web version of Zoom. It's not available, unfortunately, if you're dialing in from your phone. La version Pour les web de francophones, Zoom. je vous invite le webinaire est en français. Nous Pour les avons une traduction simultanée en anglais. Comment faire pour avoir la traduction simultanée? Vous verrez en bas de votre interface Zoom, il y a un petit bouton complètement à droite. Interpretation si votre écran est en français, et je pense en anglais, et c'est peut-être traduction. Mais le dernier petit bouton qui est à droite, vous cliquez dessus, vous sélectionnez la langue, donc vous sélectionnez le français. Même si nous allons tous parler français, assurez-vous de bien sélectionner votre langue, parce que c'est la seule langue qui va être diffusée pour vous, que vous allez entendre pendant tout le webinaire. Donc, sélectionnez bien votre langue au départ. Cette langue, vous allez l'entendre tout le long du webinaire, et elle est disponible uniquement, bien sûr, si vous utilisez l'application Zoom. Elle n'est pas disponible si vous êtes en train d'utiliser votre téléphone, si vous avez composé le numéro. Voilà. Maintenant que tout est dit, je pense que les traductions doivent marcher. Donc, je continuerai en français. Le webinaire est également enregistré. Il sera mis en ligne dans les prochaines 48 heures, à la fois sur le site de l'IGF et sur la chaîne YouTube de IIST. Alors, je me présente, je m'appelle Isabelle Ramdou, je suis associée principale au Forum intergouvernemental des mines, les minéraux et les métaux pour le développement durable, IGF pour faire court. J'aurai le plaisir d'être votre hôte pour les 90 prochaines minutes. Je suis chargée de nos travaux sur les politiques du contenu local, et je travaille également avec mon collègue Aaron Cosby sur l'impact des nouvelles technologies sur le secteur minier. Sur le contenu local, il y a maintenant 2 ans, l'IGF a développé un guide à l'intention des gouvernements. Ce guide a pour but de contribuer à la réflexion sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de contenu local dans le secteur minier, notamment en soulignant les étapes clés nécessaires pour des politiques réussies. Le guide donne une liste détaillée des différents types de mesures réglementaires et incitatives qui peuvent être mises en place, et souligne leurs points forts et leurs points faibles afin de nourrir les réflexions. Le guide comprend 5 grands axes de contenu local, à savoir l'approvisionnement local, l'emploi direct, la valorisation et le développement des chaînes de valeur, qui est le thème de notre discussion aujourd'hui, les liens horizontaux, notamment l'utilisation des infrastructures et des compétences minières pour la diversification économique, et le renforcement des capacités nationales. Donc, ce guide, il est disponible en ligne sur notre site
en anglais et en français. Vous aurez tous les liens à la fin de la présentation ici. Il y aura un PowerPoint qui vous sera envoyé avec un mail de remerciement. Et vous trouverez le guide, vous trouverez aussi des rapports d'experts qui ont été écrits sur le contenu local et dont un a été rédigé par Perrine Toledano qui est avec nous aujourd'hui et que je vous présenterai dans quelques minutes. Alors, l'IGF accompagne les pays membres dans le développement et la mise en œuvre de ces politiques de contenu local à travers de l'appui ciblé aux institutions minières nationales et régionales et par le biais de renforcement de capacités et d'ateliers de formation à la demande des États membres. Nous avons d'autres outils et le dernier en date étant une formation en ligne qui est complètement gratuite. Je vous invite à vous y inscrire. Cette formation, elle est ludique, elle est intuitive et elle couvre 8 modules et vous allez aussi trouver le lien à la fin de la présentation qui vous sera transmise par mail. Alors, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de dialogue questions-réponses qui est le bouton qui est juste avant celui de la traduction simultanée, en bas de votre écran. Posez vos questions en anglais ou en français, nous allons les recueillir et les intervenants vont y répondre à la fin. Nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, mais on reste à votre disposition après le webinaire pour des conversations de suivi. Maintenant, permettez-moi de présenter brièvement le programme de notre discussion du jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des aspects importants de la politique de contenu local, notamment des perspectives pour la valorisation et le développement de chaînes de valeur dans le secteur minier et de manière plus générale pour le développement industriel. Nous allons parler particulièrement des initiatives en Afrique de l'Ouest et en particulier au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Comme nous le savons, les ressources minérales servent à élaborer des matériaux de la vie de tous les jours, comme le verre, le papier, le ciment, les briques, et sont des éléments essentiels pour la fabrication des objets plus sophistiqués, tels que les téléphones portables, les voitures, les appareils électroniques, etc. On les côtoie de façon tellement fréquente qu'on a tendance à les oublier. Les intrants proviennent bien évidemment de l'exploitation minière, qui est un secteur économique clé dans de nombreux pays. En Afrique en particulier, ce secteur est souvent l'épine dorsale des économies. Il rapporte notamment une grande partie des revenus fiscaux et des recettes d'exportation et est pourvoyeur d'emplois, en particulier pour les communautés riveraines. Pourtant, bon nombre de ces mêmes pays ont du mal à en faire un véritable levier de développement socio-économique et industriel. La plupart des pays africains continuent d'exporter des minéraux non transformés, ce qui constitue un manque à gagner énorme. Si l'on compare le prix des intrants de manière individuelle qui entrent dans la composition de ces objets du quotidien dont je viens de parler, et l'on compare cela au prix des produits finis, on se rend vite compte de la valeur que l'on perd en vendant des produits bruts. Bien sûr, la valeur des produits transformés dépend de beaucoup d'autres facteurs que la disponibilité des matières premières, en particulier de la sophistication et de la maîtrise des procédés industriels, du savoir-faire, de la technologie employée, etc. Ce sont des compétences qui s'acquièrent, qui se développent et qui doivent être accompagnées par des politiques publiques cohérentes et efficaces et par l'initiative des investisseurs privés. L'objectif de ce webinaire est de discuter de ces perspectives de valorisation. Cela se traduit entre autres par le développement de filières industrielles à partir de minerais et de métaux, donc de chaînes de valeur nationales, et par le développement de compétences en innovation et en recherche et développement, pour se positionner de manière stratégique dans les chaînes régionales et internationales. Comme nous l'entendons lors des discussions tout à l'heure, les opportunités ne manquent pas dans les pays riches en ressources minérales. Et pour alimenter le débat, je voudrais poser quelques questions. Premièrement, la disponibilité des matières premières pourrait être un atout pour l'industrialisation. Mais avoir les ressources primaires est-il en lui-même suffisant pour développer les industries? Deuxièmement, le développement des économies riches en ressources minières ne se fera pas sans diversification et industrialisation. Quelle politique publique pour soutenir l'activité industrielle au niveau national et régional? Comment et où se positionner dans le réseau des chaînes de valeur mondiales? Troisièmement, il va sans dire que rien ne se fera sans le secteur privé. Comment donc appuyer et accompagner le secteur privé pour qu'il puisse se saisir de ces opportunités?
Enfin, la mondialisation des échanges a permis le développement d'un faisceau intense de chaînes de valeur intégrées, avec de plus en plus de zones de spécialisation concentrées dans une poignée de pays ayant l'avantage compétitif sur les coûts de production. Toutefois, la pandémie de la COVID-19 vient de révéler les faiblesses de ce modèle. Ira-t-on vers des modes de production moins globalisés? Est-ce une aubaine pour la relocalisation des chaînes de production? Pour discuter de ces questions, j'ai avec moi trois intervenants que je tiens à remercier pour avoir accepté de se joindre à nous cet après-midi pour partager leur expertise. Nous avons Madame Perrine Toledano du Columbia Center for Sustainable Investment. Perrine est responsable du programme sur les industries extractives et le développement durable. Elle dirige le programme de recherche, de formation et de conseil, notamment sur les régimes fiscaux et la modélisation financière, sur les infrastructures minières et leur potentiel pour le développement, sur les politiques, les questions de contenu local ou encore sur les dispositions juridiques pour le développement communautaire. Elle gère également le portefeuille de la transition énergétique et des objectifs de développement durable. Sur les questions de contenu local et de valorisation, comme j'ai mentionné tout à l'heure, elle avait rédigé pour l'IGF avec ses collègues, elle a rédigé le document qui est à la base de la section des liens en aval du guide de l'IGF. Perrine, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre discussion. Nous avons également le privilège d'avoir M. Ibrahima Gueye, le secrétaire général du ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal. M. Gueye est un administrateur civil avec une carrière exceptionnelle, ayant contribué à l'élaboration de plusieurs politiques nationales et textes législatifs clés, notamment en matière d'emploi et d'enseignement supérieur. M. Gueye, merci beaucoup de nous avoir rejoints cet après-midi. Et enfin, du secteur privé, nous sommes honorés d'avoir M. Louis Amédée, directeur général de la Fédération nationale des industries et des services de la Côte d'Ivoire, la plus ancienne des organisations professionnelles du mouvement patronal ivoirien. M. Amédée est un membre élu de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, dont il est le rapporteur de la commission technique des politiques communes. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour démarrer, je voudrais maintenant inviter Madame Toledano du CCSI à poser le cadre pour cette discussion. Madame Toledano va nous faire une présentation sur les perspectives de transformation et de création de liens en aval dans le secteur minier. Perrine, vous avez la parole. Merci beaucoup Isabelle et merci à JF pour me donner cette opportunité de présenter ce petit apport théorique pour présenter la conversation. Alors Isabelle, si tu le veux bien, je vais commencer par décrire les motivations de création des liens en aval, puis les avantages comparatifs à disposer pour que les investissements soient un succès. Et je terminerai par les types de mesures politiques mises en place pour encourager la création de ces liens en aval. Alors voilà, sur cette slide qui vous apparaît sur l'écran, voilà, quelle est la motivation des pays pour s'engager dans les liens en aval? Ces motivations sont multiples. Par exemple, elles sont liées à une volonté d'encourager la diversification économique et les transferts technologiques à travers le secteur minier, de promouvoir une hausse des recettes d'exportation par ajout de valeur aux produits exportés, d'assurer une stabilisation de l'économie avec des produits moins soumis à la volatilité des marchés, à générer de la création d'emplois. C'est aussi parfois le résultat d'un réflexe nationaliste par rapport au passé colonial et un discours populiste. Entre nous, parfois, c'est la plus grande des motivations. Et pour certains produits tels que le pétrole et l'acier, la motivation des liens en aval peuvent être aussi liées à des préoccupations de sécurité nationale. Le problème est que la présence des gisements miniers n'est souvent pas suffisante pour garantir la viabilité économique des liens en aval. Cette présence peut être suffisante pour les minéraux dits de développement, par exemple sable et gravier, qui sont surtout demandés sur le marché local dans les secteurs de la construction, du logement ou des infrastructures et pour lesquels le coût des transports sont supérieurs à la valeur du matériel. Pour les minéraux intégrés dans les chaînes de valeur mondiale, type aluminium, acier, cuivre, etc., ce n'est pas la présence du gisement qui va être déterminante, car les coûts de transport et les tarifs douaniers sont normalement
hors dispute chino-américaine, maintenant faible. Ce qui est très important, c'est plutôt l'accès à une énergie et source d'eau bon marché, la proximité des grands marchés de consommation, l'accès à une force de travail compétente et innovante, l'accès à de bonnes infrastructures de port et la position stratégique du pays sur les routes commerciales et la stabilité politique et macroéconomique. Next slide. Alors, sur la slide que vous voyez, on a fait une analyse des caractéristiques des pays riches en minerais de fer qui ne produisent pas l'acier, c'est la courbe bleue, vis-à-vis des pays riches en minerais de fer qui exportent aussi de l'acier, c'est la courbe rouge, et vis-à-vis des pays qui n'ont pas de fer, mais qui l'importent pour produire de l'acier, vert, c'est la courbe verte, pardon. Donc, on compare ces trois courbes. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez qu'il y a beaucoup de similitudes de caractéristiques entre la courbe rouge et la courbe verte, alors que la courbe bleue est bien distante de la rouge et de la verte. De là, on conclut que devenir un producteur d'acier demande des caractéristiques ou avantages comparatifs que les exportateurs de minerais de fer n'ont souvent pas. Il faut comprendre, c'est un des points importants, il faut comprendre que les investissements en aval sont lourds avec des marges réduites. Alors, assurer la rentabilité est périlleuse. Assurer leur rentabilité est périlleuse, et demande que les préconditions soient en place. De plus, la matière première n'est plus un aspect déterminant de la valeur finale du produit. Pour l'acier, par exemple, le minerai de fer ne constitue que 6% des coûts du secteur et seulement 1% des coûts des industries utilisant l'acier. Alors, comment les gouvernements s'y prennent dans leur politique industrielle de développement de liens en aval? Next slide, please. Il y a plusieurs possibilités. Il y a d'abord les mesures d'incitation, type subvention sur les prix de l'eau et de l'énergie. Celles-ci sont très fréquentes et souvent problématiques pour le pays. Par exemple, cela réduit la capacité financière des entreprises de services publics. Ça sature les réseaux. Il y a aussi les exonérations fiscales, souvent données en amont du projet, quand les projets sont intégrés verticalement. Il y a les prêts concessionnels, les réductions des droits de douane, la fourniture d'infrastructures de support comme les parcs industriels. Toutes ces mesures d'incitation sont des mesures adoptées par beaucoup de pays, parfois de manière abusive et au-delà du nécessaire. Si ces exonérations ne sont pas des critères transparents, elles peuvent générer de la corruption. L'efficacité de ce genre de mesures doit être réévaluée régulièrement et ces mesures ne doivent pas être permanentes, mais concentrées sur l'incitation initiale. Sinon, les projets créés deviennent non compétitifs internationalement. Un pays aussi développé que l'Australie a échoué dans cette tentative de devenir un géant international de la sidérurgie, malgré toutes les incitations fiscales. Alors, il y a aussi, comme vous voyez sur cette slide, les mesures normatives qui sont par ailleurs interdites par l'OMC et certains traités bilatéraux en investissement. Alors, parmi ces mesures normatives, vous comptez sur les restrictions à l'exportation avec des quotas, des obligations de vente nationale, des droits d'exportation sur les matières premières exportées, donc les rendant plus chères. Plus de 20 pays africains ont cette mesure en place, par exemple, et des mesures d'équilibrage des échanges. Les importations devraient représenter une part limitée par rapport aux exportations produites localement. L'Indonésie a pratiqué cette politique depuis quelques années, au risque d'endommager la rentabilité économique de plusieurs projets miniers et de réduire son attractivité auprès des investisseurs. L'Australie avait aussi pratiqué ce type de politique à la fin des années 90 avec Rio Tinto et BHP, et ce fut un échec total. Si ces mesures normatives sont imposées après la signature des contrats et de manière radicale, ces mesures peuvent entraîner des mesures d'arbitrage très coûteuses pour le gouvernement. Parmi
le type de politique industrielle et de mesures, il y a aussi la négociation. Alors, la négociation ou la renégociation ou le renouvellement des licences. Ce qu'on veut dire par là, c'est que le gouvernement rend le renouvellement de la licence ou la renégociation conditionnel sur le développement des liens en aval. C'est comme ça que Botswana a convaincu De Beers de développer l'industrie de diamants au Botswana. Pour avoir une position de négociation forte, le gouvernement doit être sûr que le pays possède un gisement mondialement important, que l'entreprise a déjà investi beaucoup d'argent, que l'entreprise veut renouveler son permis et que la société compte sur le gisement du pays pour sa survie commerciale. Il y a aussi le processus d'appel d'offres, avec les liens en aval devenant un critère d'évaluation dans l'appel d'offres. C'est une technique que l'Afghanistan a utilisée, mais avec un succès limité, car les entreprises avaient promis au-dessus de leur capacité et ont demandé de renégocier à la baisse très vite après la victoire à l'appel d'offres. Finalement, une autre mesure peut être celle qui conduit le gouvernement à investir lui-même en aval et à prendre tous les risques. Souvent, cela constitue une déviation de la trésorerie publique. Nigeria, c'est ce que Nigeria a fait avec ses raffineries et c'est un échec total. Et les raffineries du Nigeria fonctionnent à moins de 10% de leur capacité. Alors, que faut-il faire pour ne pas tomber dans le panneau, si je puis dire, de l'Australie, d'Indonésie ou du Nigeria? Il faut entreprendre des analyses économiques de 3 sortes. Des études de marché, des études d'avantages comparatifs et des études de coûts-bénéfices. L'étude des marchés revoit les fondamentaux de l'offre et de la demande pour le secteur en question pour comprendre s'il existe une demande non satisfaite ou si, au contraire, le marché est saturé. La demande peut aussi se trouver sur des secteurs niches en développant des compétences uniques. À son tour, l'étude d'avantages comparatifs analyse si le pays a les caractéristiques d'un pays capable de satisfaire la demande que l'on aura identifiée dans l'étude de marché. Finalement, il y a l'étude des coûts-bénéfices. Et pour cette étude de coûts-bénéfices, il va falloir prendre en compte le prix environnemental et l'impact carbone d'une fonderie ou d'une raffinerie. La création d'emplois qui peut être vraiment limitée si les liens en aval restent limités à l'étape intermédiaire. En effet, la création d'emplois est plus grande quand on s'approche de la fabrication du produit, mais avoir une fonderie, par exemple, ne garantit pas non plus l'évolution vers la fabrication. Finalement, dans cette étude coût-bénéfice, bien évidemment, on prendra en compte l'impact fiscal qui va varier en fonction des exonérations fiscales, des dépenses budgétaires pour soutenir les entreprises, des mines qui fermeront si elles ne peuvent pas exporter et du succès de la création des liens en aval qui vont ramener des recettes fiscales. Ces 3 types d'études sont donc un exercice délicat, mais il reste indispensable pour limiter les risques des politiques de liens en aval. Voilà, merci beaucoup et je reste disponible pour les questions. Merci beaucoup, Perrine, de nous avoir donné les fondements économiques de base qui sont absolument essentiels à la suite de notre discussion, parce que nous allons maintenant parler de cas pratiques, de ce que les pays sont en train de faire et de ce que le secteur privé a en tête sur ces questions. Je pense qu'il y aura pas mal de questions qui vont probablement être posées. J'en ai une moi-même et on en discutera tout à l'heure. Alors, je voudrais maintenant me tourner vers vous, Monsieur Gay. Monsieur Gay, dans le cadre de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, votre ministère développe en ce moment une stratégie nationale de développement de contenu local pour le secteur minier, dont le but est de permettre aux petites et moyennes entreprises et aux industries sénégalaises en général de mieux tirer parti et de capter des parts de marché plus importantes dans le secteur minier. La stratégie vise l'approvisionnement local, mais également le développement de filières et la valorisation de certaines matières premières, notamment pour le marché local et régional. Je pense que Perrine nous a brossé un tableau très intéressant sur les différentes options qui peuvent être adoptées et aussi de leurs risques. Pouvez-vous nous parler de cette stratégie de développement de filières et de chaînes de valeur minières? Quels sont les minerais que vous avez identifiés pour être développés en priorité et quelle politique êtes-vous en train de mettre en place pour soutenir le secteur?
Merci beaucoup, Isabelle. D'abord, de l'invitation faite à notre ministère de participer à cet important débat sur le développement des filières et la valorisation des chaînes de valeur. Donc, c'est une question extrêmement importante et qui aujourd'hui constitue une très forte attente dans le cadre de notre plan Sénégal émergent, qui est le plan référentiel de toutes nos politiques publiques. Donc, nous sommes au niveau de la phase 2 du plan Sénégal émergent et pour laquelle la priorité, l'accent est mis sur la transformation de nos ressources en vue de rendre notre économie beaucoup plus résiliente, surtout après l'avènement de la COVID-19 plutôt. Donc, il s'agit en sus des objectifs de production qui étaient fixés dans la première phase et qui nous ont permis largement d'atteindre les objectifs fixés. Dans la deuxième phase, vraiment de mettre l'accent sur la transformation de nos ressources. Bon, déjà, le code minier avait des dispositions incitatives qui visaient à encourager les promoteurs à aller beaucoup plus vers la transformation. Donc, et avec des taxations préférentielles sur les redevances et sur le niveau de valorisation. Donc, mais depuis la loi modèle sur l'exploitation et le développement des ressources minérales de la CEDEAO, adoptée en janvier 2019, donc, et le code minier communautaire au niveau de l'UMOA. Donc, ces organismes sous-régionaux ont fortement exigé de nos pays l'adoption d'une stratégie nationale de développement du contenu local. Ils ont estimé que les efforts étaient certes encourageants, mais qu'il fallait passer à une étape beaucoup plus importante en mettant en place vraiment une stratégie cohérente qui permettrait de concert avec l'ensemble des acteurs de pouvoir mettre en place vraiment un dispositif de développement du contenu local. Donc, à cet effet, nous avons prévu dans le cadre du plan Sénégal émergent, d'abord la mise en place d'un hub minier régional qui devrait faire du Sénégal une référence dans le domaine des mines en Afrique de l'Ouest. Bon, le hub minier a des axes sur la logistique, hub de service comme un hub académique. Donc, nous avons aussi envisagé la mise en place d'un laboratoire d'analyse régional. Donc, qui viserait aussi à permettre à nos pays, surtout de la sous-région, de pouvoir disposer de laboratoires qui puissent faire les traitements des minéraux sur place et de ne pas les faire en termes d'exportation. Pour le projet aussi de faire intégrer de MIFERSO, les accords pour le moment obtenus avec les Turcs, normalement, devraient nous conduire à donner vie à la nouvelle stratégie de développement intégré du fer de la Falémé et qui devrait se traduire par la mise en place d'un complexe minier et sidérurgique. Il devra insister beaucoup plus particulièrement sur la transformation. Perrine Toledo, dans sa présentation, a bien parlé des enjeux de l'unité sidérurgique. Non seulement il y a une forte demande en acier en Afrique, mais les découvertes récentes en gaz et en pétrole aussi devront permettre de susciter de nouvelles demandes, surtout par rapport aux conduites gazières et pétrolières. Là aussi, c'est un axe stratégique essentiel que nous allons intégrer dans la stratégie de développement de filières et de chaînes de valeur. Donc, ce qui fait que nous avons sollicité l'appui et l'accompagnement de l'IGF. Donc, et nous avons déjà entamé le processus de mise en place de la nouvelle stratégie. En même temps, nous avons décliné une nouvelle feuille de route du ministère 2020-2023 et dans laquelle la valorisation des filières
minière occupe une place prépondérante et constitue vraiment une priorité. Et dans ce cadre-là, il y a des programmes de valorisation des ressources minières à travers ce que nous appelons les filières moteurs de croissance, qui sont les filières retenues par le plan Sénégal émergent. C'est l'or, le zircon, le fer, les phosphates, les matériaux de construction. Donc, pour ces filières-là, nous allons mettre en place des stratégies opérationnelles avec l'ensemble des acteurs et qui devront nous permettre qu'au niveau de ces minéraux, que nous puissions avoir des stratégies de valorisation et de transformation. À côté aussi, il y a la valorisation des substances utiles. C'est des substances qui ne sont pas peut-être retenues en priorité dans le plan Sénégal émergent, mais c'est des substances qui devront participer beaucoup au développement des autres secteurs économiques. Donc, et pour lesquels aussi, ça devrait permettre de mettre en place des PME et des PMI qui devront, par ce procédé, valoriser davantage ces minéraux utiles et permettre à notre économie locale, comme notre économie au niveau national, de pouvoir disposer de valeurs ajoutées par rapport à un certain nombre de matériaux et contribuer par là aussi au développement des autres secteurs, donc particulièrement l'agriculture, l'industrie et autres. Donc, c'est ça, a priori, la stratégie de développement du contenu local que nous sommes en train de finaliser avec l'assistance de l'IGF et qui devrait nous permettre de favoriser l'émergence d'un tissu industriel pour la transformation sur place de nos produits miniers. À côté de ça, nous sommes en train aussi de favoriser la diversification et la transformation structurelle sur des matériaux tels que le calcaire, l'argile, le marbre, le ciment ou les granulats. Donc, tout ça, c'est des stratégies qui sont aujourd'hui en cours et qui devraient permettre à notre pays d'avoir un axe de développement sur lequel le secteur minier pourrait contribuer encore davantage et peser davantage non seulement sur notre politique de croissance, mais aussi sur notre politique de développement. Donc, c'était vraiment les grands axes de la stratégie de développement de filières et de chaînes de valeur minière au Sénégal, que nous sommes en train très prochainement de finaliser dans un document stratégique et qui pourrait nous servir de guide et de référence pour promouvoir le développement des filières et des chaînes de valeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Gay, pour cette première présentation. Je voulais juste faire un petit commentaire de logistique parce que je vois beaucoup de questions qui sont en train de nous revenir sur le fait que les gens entendent les deux traductions en même temps, l'anglais et le français. Pour ceux qui sont en train d'écouter, donc qui ont choisi l'anglais, si vous ne voulez pas entendre le français en arrière-plan, vous pouvez mute your original audio. Donc, vous pouvez sélectionner la partie pour ne pas entendre l'original. Ça vous évitera d'avoir les deux langues. Je pense que si les interprètes peuvent bien répéter ça à nos amis anglophones, ça aiderait parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils entendent toujours la langue originale en arrière-plan. On est vraiment désolé pour ça, c'est un peu le problème avec les technologies. La deuxième chose que je voudrais juste dire, c'est que si vous avez des questions à nos panélistes, vous pouvez nous les envoyer d'ores et déjà à travers la fonction questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Comme ça, nous allons les recueillir et à la fin, et si vous aussi pouvez dire à qui vos questions sont adressées. Donc, comme ça, je peux les transmettre à nos interlocuteurs pendant les présentations des uns et des autres. Ce sera plus efficace. Merci beaucoup. Donc,
Nous allons continuer maintenant. Je voudrais maintenant que nous parlions de la perspective industrielle. Nous avons avec nous Monsieur Louis Amédée. Monsieur Amédée, vous avez une double casquette nationale et régionale. Je voudrais qu'on prenne une perspective plus large du point de vue industriel et géographique. Les pays de l'Afrique de l'Ouest regorgent de minerais et comme nous venons d'entendre de Monsieur Gay, les pays de la région mettent tout en œuvre pour en tirer le meilleur parti. Il en va de même pour les autres pays de la région, donc, dont la Côte d'Ivoire, et aussi pour les organisations régionales dont vous participez aux travaux. En tant qu'acteur privé, d'abord en Côte d'Ivoire, mais également dans la région, quelles sont vos attentes des politiques publiques en matière de soutien au développement des chaînes de valeur, minières dans notre cas, mais je pense que cela s'applique à tous les secteurs? Y a-t-il des mécanismes particuliers qui doivent être mis en place dans les pays pour mieux appuyer le secteur privé pour avoir les opportunités? Merci beaucoup Isabelle. Merci à chacun des intervenants qui ont pu bien dessiner le cadre des discussions. Alors, relativement à la question que vous venez de me poser, je pense que, alors, je vais donner un exemple que nous avons expérimenté au niveau de la Fédération nationale des industries de Côte d'Ivoire et qui permettra tout à l'heure, après quand je parlerai des attentes du secteur privé, qu'on puisse mieux les appréhender. Dans les années donc 98-2000, nous avons lancé ce qu'on avait appelé un programme qu'on avait appelé CAP Entreprise. Et il consistait en quoi? La motivation, c'était de favoriser le développement de l'entrepreneuriat pour satisfaire donc les besoins d'outsourcing des grandes entreprises industrielles. Et donc, il s'agissait pour nous de faire émerger de nouvelles entreprises, de développer un tissu diversifié, dynamique de PME et d'œuvrer à une réaffectation, une réorientation des parties des travailleurs pour pouvoir mieux les recycler. Donc, les faire monter en compétences et en responsabilité entrepreneuriale. Et donc, l'approche a consisté en quoi? Normalement, en externalisation par 10 grosses entreprises, donc des entreprises de grande taille, qui ont accepté d'externaliser certaines des activités qui, dans leur architecture, n'étaient pas forcément essentielles et qui donc ont assuré l'accompagnement des entreprises dont elles motivaient la création ainsi, et puis qui ont apporté dans la foulée un encadrement opérationnel et technique avec le biais de la fédération. Alors, les entreprises s'étaient retrouvées donc en train d'être parrainées par la facilitation de la création, de leur création, et ensuite accompagnées par la garantie sur une période de 3 ans de marché, le renforcement de leur capacité technique et puis des appuis financiers eu égard au fait que les grandes entreprises qui leur accordaient des marchés et qui accompagnaient leur création leur apportaient une caution suffisamment forte et suffisamment crédible pour qu'elles puissent accéder à des financements. Quel est le résultat que ça a donné? Ça a donné comme résultat qu'on a créé, que donc les 15 entreprises ont pu induire la création de 10 startups dans des domaines qui allaient de la maintenance industrielle des machines tournantes, le transport d'hydrocarbures, la maintenance mécanique, l'usinage de précision et de l'expertise immobilière, l'installation d'équipements téléphoniques, la maintenance des systèmes de climatisation et de froid, le régarnissage et l'usinage des roues et des wagons. Voilà, cet exemple pour vous dire que la perspective du secteur privé emboîte un peu ce pas-là et les principales attentes du secteur privé régional en ce qui concerne les politiques publiques, parce que la courbe décrite tout à l'heure par M. Gay est celle qu'empruntent la plupart des politiques dans notre sous-région, dans le cadre des programmes nationaux de développement
économique et sociale dans leur phase 2, donc qui appelle à une transformation structurelle des économies à partir de l'industrialisation et de la diversification. Donc, les politiques employant quasiment la même coupe, je ne reviendrai pas sur le cas de la Côte d'Ivoire ou sur le cas du Burkina ou du Mali, le cas du Sénégal, par exemple, ayant été donné par M. Gueye. Je dirais plutôt que l'attente de l'ensemble du secteur privé, c'est déjà des politiques qui stimulent le développement des produits beaucoup plus élaborés et des services innovants. Ce qui sous-entend donc des politiques qui intègrent fortement dans leurs éléments de motivation l'incitation à la recherche-développement, les investissements en biens d'équipement, les acquisitions de brevets et licences, la capacity building en matière technique et opérationnelle. Ensuite, la deuxième attente, c'est que ces politiques soient proactives et coordonnées au triple niveau, à la fois national, régional et continental. Notamment en renforçant leur complémentarité. Parce que en termes de local content, la préoccupation n'est pas de se retrouver à faire du contenu local et oublier qu'on appartient à un marché, d'autant plus qu'un des critères importants dans l'intégration ou dans la participation à la chaîne de valeur est également la taille du marché. Donc, il est important pour nous que les politiques ne perdent pas de vue cet aspect de complémentarité et d'évolution, de migration du niveau national pour aller au niveau régional et de manière à mieux s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales. Alors, l'autre chose, la troisième attente, c'est que ces politiques publiques favorisent la compétitivité et la productivité des entreprises. Et là, comme l'a dit la première intervenante, toute la question des infrastructures de base qui doivent être de qualité et les politiques de développement, que ce soit industriel ou les politiques d'investissement, devant être en cohérence avec cette recherche de compétitivité et de productivité, l'environnement général des affaires qui devrait également être dans la même tonalité. Ensuite, les politiques de sous-traitance et d'externalisation et donc de local content qui doivent s'appréhender dans le cadre de cette question de compétitivité et de productivité. Et ensuite, la quatrième chose qui est attendue, c'est que ces politiques publiques favorisent le renforcement de la capacité de l'appareil productif et sa capacité également à prospérer sur de nouveaux marchés. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de pouvoir élaborer des politiques pour pouvoir dormir sur ses lauriers, mais il s'agit d'aller de l'avant, surtout qu'il y a des nouveaux besoins qui naissent, il y a des nouvelles exigences ou de demandes de services qui naissent et qu'il faut normalement pouvoir les adresser. Ensuite, la dernière des choses, c'est véritablement que ces politiques publiques adaptent de manière hardie et claire les outils, leurs outils, des outils de pouvoir public aux besoins divers des PME. Je ne parlerai pas du Small Business Act aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En somme, donc, sur la question de ce qui peut être nos attentes, s'il est un message que le secteur privé aimerait bien que le secteur public entende, et pourquoi ces attentes ces 5 attentes que je viens de citer sont importantes, c'est que il s'agit aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est de maximiser les bénéfices des chaînes de valeur mondiales. Et cela est fortement, mais très fortement alors lié au positionnement dans la dite chaîne. Et donc, ce qui fait que la participation aux chaînes de valeur devient quelque chose de hautement stratégique qui va jusqu'à structurer la politique d'investissement et qui, par ricochet, influe inévitablement sur les
politiques agricoles, les politiques industrielles, les politiques minières dont on parle. Et l'autre chose qui accompagne cela, c'est que le développement des chaînes de valeur nationales et régionales et leur arrimage réussi à des chaînes de valeur mondiales implique pour nous et nos pays d'abord d'avoir une approche inversée qui veut que nous déterminions de manière très claire et aussi précisément que cela est possible les attentes objectives que nous avons de la participation à cette chaîne de valeur. Ensuite, seulement qu'on arrête la stratégie pour l'atteinte des 10 objectifs et maintenant, en fin de chaîne, mettre en place les mécanismes. Parce que l'approche, et ce qui fait que quand vous regardez aujourd'hui l'offre des produits des pays, de nos pays dotés en beaucoup de ressources, tout et tout, le fait qu'elle n'a pas évolué depuis toujours et qui donne l'impression qu'on soit resté en marge de la dynamique de développement des chaînes de valeur, mais c'est bien parce que très souvent, nous ne définissons pas de manière très claire là où voulons-nous aller. Nous déterminons d'abord la stratégie sur la base des big picture et ensuite, on met en place des mécanismes qui, en réalité, ne servent pas des objectifs bien dessinés. Voici, Isabelle, pour la première partie de la question qui a trait aux attentes du secteur privé, ce que je peux dire. Si vous le permettez, je pourrais également embrayer directement sur la deuxième partie qui est de dire s'il y a des mécanismes particuliers qui doivent être mis en place dans les pays pour mieux appuyer le secteur privé national. Très rapidement, je vais inciter sur juste 4 mécanismes qui consistent d'abord premièrement, en un dispositif institutionnel d'appui et d'accompagnement de l'innovation qui, comme vous le savez tous, est devenu aujourd'hui un facteur stratégique de croissance. La deuxième chose, c'est un cadre de coopération, donc interentreprises, donc là où on parlerait de développement de sous-traitance et de co-traitance. Ensuite, le même cadre intègre les éléments de collaboration interentreprises. Là, on parle d'externalisation. Et ce même cadre intègre le troisième pendant qui est l'élargissement du spectre des prestations qui appelle là toute la question du local content, du transfert des technologies et de savoir-faire. Le troisième mécanisme qui nous paraît important de mettre en place, c'est un dispositif qui garantit aux entreprises nationales et régionales des conditions, j'allais dire, préférentielles d'accès au marché public. Et puis, en ce qui concerne tout particulièrement le secteur minier, il serait important qu'un mécanisme opérationnel et technique de structuration, de professionnalisation et de modernisation de l'exploitation artisanale des ressources minières puisse exister. Parce que pour nous, plus qu'une question de compétences, comme cela se dit souvent, la participation fructueuse de nos pays et des entreprises nationales et régionales aux chaînes de valeur mondiales est, à bien des égards, question des outils, des mécanismes ou des instruments opérationnels dont nos pays se dotent dans le cadre de leur politique publique pour matérialiser les ambitions qu'elles déclament. Et vous savez qu'en termes d'ambition, on en déclame tous les jours. Et donc, il s'agit là de mettre en place des choses véritablement concrètes. Et en cela, le développement des relations interentreprises, pour lequel on parlait tout à l'heure du local content, n'est pas seulement une affaire de stratégie politique, n'est pas une affaire de politique, mais il s'agit en réalité d'une dynamique win-win qui a un très grand intérêt pour le secteur privé lui-même. Pourquoi? Simplement parce que cette forme de relation inter-entreprise renforcée, que ce soit par le biais de la sous-traitance, la co-traitance, l'externalisation, le local content et les transferts de technologie et savoir-faire, améliore d'abord la compétitivité des entreprises elles-mêmes par la réduction de certaines charges,
favorise la montée en compétences par le transfert de technologies et de savoir-faire, et puis élargit à la fin de la journée le spectre des prestations. Voilà très rapidement ce que je pouvais dire, la perspective du secteur privé que je pouvais partager relativement aux deux questions que vous m'avez posées. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amédée, de nous avoir partagé la perspective du secteur privé. Je sais que c'est une question qui vous passionne. Je voulais juste peut-être revenir vers Monsieur Gay, justement pour un peu peut-être répondre à vos attentes. Monsieur Gay, les entreprises sénégalaises qui sont déjà présentes dans beaucoup de ces filières dont vous avez mentionné, et donc un peu pour répondre aux attentes qu'ont soulevées Monsieur Amédée, dans le cadre de votre politique de contenu local, quelles autres mesures de soutien et mécanismes d'appui seront mis en œuvre pour que les entreprises privées, donc sénégalaises ou régionales, puissent améliorer leur compétitivité et donc capter les marchés qui vont être développés à travers votre politique de valorisation? Je pense que vous devez enlever le... Merci beaucoup, Isabelle. Donc, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt la présentation de M. Amédée, donc, qui permet d'évaluer un peu les soutiens et mécanismes d'appui qui sont mis en place en vue de permettre à nos entreprises d'être beaucoup plus compétitifs dans le cadre du contenu local. Chez nous, il faut dire que le cadre réglementaire qui est consacré par le Code minier de 2016 a prévu un certain nombre de dispositions et de mécanismes qui visent à soutenir et à accompagner les entreprises sénégalaises pour leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs dans le cadre du contenu local. D'abord, la première mesure de soutien est relative à la sous-traitance avec l'article 85 du Code minier. Déjà, il y a l'exigence qui s'est faite aux titulaires de titres miniers d'élaborer et de publier annuellement leur plan de passation de marché. Ça, c'est un dispositif qui vise à permettre aux entreprises sénégalaises d'être informées et de saisir les opportunités d'affaires qu'offrent les chaînes de valeur minière. La deuxième mesure de soutien sur la sous-traitance est relative à l'exigence qui est faite aux titulaires de titres miniers ainsi qu'à leurs sous-traitants d'utiliser autant que possible des services et matières d'origine sénégalaise, c'est-à-dire des produits fabriqués ou vendus au Sénégal sous certaines conditions. Ça aussi, c'est une mesure de soutien qui vise à faire la promotion des matériaux locaux ou des matières locaux ou des services qui peuvent être produits au Sénégal. Le deuxième dispositif de soutien et d'appui concerne l'emploi. Et là, il y a une préférence qui est accordée au personnel sénégalais, avec même des perspectives de pouvoir naturaliser autant que possible les quelques emplois occupés par le personnel expatrié. Il y a aussi la prise de décrets pour interdire ou limiter l'embauche de travailleurs étrangers pour certaines professions ou certains niveaux de qualification professionnelle. Ça aussi, c'est des dispositions qui sont en cours et pour lesquelles notre personnel, c'est-à-dire le personnel sénégalais, est privilégié par rapport à l'occupation de certains postes. Comme autre mesure de soutien et d'appui aux entreprises sénégalaises dans le cadre du contenu local, il y a la formation. Donc, il est exigé aux entreprises minières d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation et de promotion du personnel sénégalais. Et c'est ce plan qui devrait permettre de relever de façon substantielle les compétences des travailleurs sénégalais et qui puisse leur offrir l'opportunité d'occuper des postes de responsabilité au niveau des entreprises minières.
Autre mesure, parce que nous sommes toujours dans une dynamique aussi d'élaboration de la nouvelle stratégie de développement du contenu local et qui, à terme, devrait permettre de pouvoir évaluer déjà ces mesures de soutien et d'appui aux entreprises sénégalaises. C'est ainsi qu'on prévoit dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement du contenu local d'apporter encore d'autres mesures de soutien et d'appui. Et là, l'idée serait peut-être d'aller aussi vers une plateforme d'échange et de partage qui devrait permettre de pouvoir capitaliser de façon encore beaucoup plus exhaustive l'ensemble des offres et des opportunités qui sont offertes à nos entrepreneurs. Nous sommes aussi en train de suivre l'étude de cette question au niveau du pétrole, donc qui vise aussi à accompagner davantage les entreprises nationales. Donc l'idée, c'est de permettre à ce que ces entreprises nationales soient effectivement aussi des entreprises détenues par des Sénégalais. Et là, l'étude est en cours et devra permettre de pouvoir renforcer encore les entreprises nationales. Et comme l'a cité aussi Madame Perrine Toledano dans sa communication, il s'agit aussi de pouvoir lever les contraintes et certains freins que connaissent nos entrepreneurs locaux. Donc, comme on le sait, nos PME, PMI, même en dehors du secteur minier, connaissent beaucoup de difficultés. D'abord dans l'accès au financement, mais aussi dans la mise aux normes de qualité. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, l'enjeu de la future stratégie de développement du contenu local serait de capaciter davantage nos entreprises nationales en mettant aussi à leur disposition des crédits de financement qui puissent leur permettre de pouvoir arriver à faire les investissements nécessaires qui devront leur permettre de se mettre aux normes de qualité. Ça aussi, c'est une exigence fondamentale. Et à travers les mesures prises dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, l'État a mis en place pour nos entreprises nationales, y compris ceux qui s'activent dans le secteur minier, un dispositif de financement de près de 200 milliards logés dans nos banques nationales et qui devrait permettre de faciliter encore davantage l'accès aux entreprises pouvoir aussi se relancer. À côté de ça, il y a des remises de partielles de dette fiscale aux entreprises et d'autres mesures fiscales qui viendront aussi en appoint pour permettre à ces entreprises de pouvoir par rapport à la COVID-19 et pouvoir, dans cette dynamique, permettre à notre économie d'être beaucoup plus résiliente et de lui permettre de pouvoir reprendre et même dépasser les niveaux de croissance qu'on avait avant la COVID-19. C'était les quelques mesures de soutien et d'appui pour le moment pour nos entreprises nationales. Hein? OK. Donc, c'était les quelques mesures de soutien et les mécanismes d'appui. Ça, c'est pour les exploitations minières à grande échelle, surtout. Mais il y a aussi des dispositifs et des stratégies qui sont en cours pour encadrer davantage et améliorer les exploitations artisanales comme les exploitations semi-mécanisées en vue de leur permettre d'être beaucoup plus compétitifs et de contribuer davantage aussi à l'effort de développement économique. C'était les quelques mesures de soutien et d'appui qui sont aujourd'hui en cours au niveau du Sénégal et que nous envisageons dans le terme à renforcer de façon considérable pour leur permettre de jouer le rôle qui est attendu dans le cadre de la promotion du développement du contenu local. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Gay. C'était des éléments extrêmement importants. Je pense que ça donne un peu de réponse aux attentes de Monsieur Amédée. Justement, vous parliez de la crise de la Covid-19 et je vais poser une question peut-être un peu rapide à Monsieur Amédée. Sur cette question. Monsieur Amédée, cette crise de la Covid a fait ressortir les dangers de la dépendance excessive sur les chaînes de valeur globale. Donc, pas seulement nous avons entendu Monsieur Gay parler des défis et des problèmes au niveau des entreprises nationales, bien sûr, mais également ça a fait ressortir l'autre côté de la face, c'est notre dépendance excessive sur ces chaînes de valeur globale. Ça a suscité une réflexion, je pense, en ce moment, pas seulement dans nos pays, mais partout dans le monde, sur la relocalisation de la production de certains biens peut-être dits stratégiques. Certains le savent bien. Par exemple, je pense aux masques et aux équipements de protection, ont des usages multiples. Les mines sont bien sûr des clients clés parce que c'est un poste important de leurs dépenses. Comment peut-on développer des chaînes de valeur stratégiques en se basant sur tout ça et quel type de politique qui pourrait être mise en place pour y parvenir? Je voudrais juste peut-être, je regarde un peu l'heure, il ne me reste pas beaucoup de temps. Si vous pouvez répondre un peu rapidement et puis je vais passer à 2 ou 3 questions qui nous a été posées. Merci. OK. Alors, je dirais tout de suite que il y a la dynamique de relocalisation, de redéploiement dont vous venez de parler, Isabelle, charrie certainement d'intéressantes promesses de développement, de capacités productives et de constitution de chaînes de valeur. Ça, a priori. Mais vous convenez avec moi que pour les capitaliser, pour sortir de l'a priori et faire du concret, il y a une analyse minutieuse de l'impact de la pandémie sur les activités économiques qui est à faire pour établir une cartographie que je dirais assez précise des effets et des secteurs ou des activités stratégiques qu'il conviendrait de développer localement ou dans la proximité régionale. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue la perspective de la proximité régionale. Parce que si nous jouons dans toutes nos réflexions le national contre le régional, à un moment donné, on va se retrouver bloqué, on n'avancera pas plus que ça et on n'aura pas plus de développement que cela. Et cela étant dit, honnêtement, pour l'heure, à l'heure où nous sommes aujourd'hui, la préoccupation fondamentale pour et nos États et nous-mêmes entrepreneurs, c'est de stabiliser l'appareil productif pour éviter d'abord l'effondrement de l'économie et puis maintenant asseoir dans un deuxième temps les conditions de pouvoir véritablement démarrer l'exercice budgétaire 2021 dans de meilleures conditions. Mais une chose est certaine, on ne peut pas faire l'économie de cet exercice d'interrogation profonde pour pouvoir avoir une picture assez claire et nette des choses à faire. Il y a des interrogations auxquelles on n'échappera pas. Et donc, sur les effets de la crise, sur les dispositifs qu'il faut mettre en place, pas seulement pour gérer la période conjoncturelle, qui sont les dispositifs de riposte dont a parlé tout à l'heure M. Gay, mais qui participent d'une stratégie beaucoup plus de long terme. Et c'est cela qui va déboucher sur les politiques qui doivent être mises en place. Mais en l'état actuel des réflexions qui ont été conduites, soit au niveau de la Chambre consulaire régionale, soit au niveau des industriels en Côte d'Ivoire ou d'autres pays avec lesquels nous échangeons, il nous paraît important au plan global qu'au moins deux ou trois politiques puissent être véritablement envisagées. La première serait une politique d'innovation et de compétitivité, qui va être structurée autour des nouveaux enjeux qui sont la réduction de l'empreinte environnementale des biens et des services, l'optimisation des potentialités qu'offrent les nouvelles technologies, le fait qu'aujourd'hui on part vers
une production immatérielle où les éléments échangés sont plus de la prestation que des marchandises physiques. Et puis la grande question de la valorisation donc, des ressources naturelles dont on parle depuis et également des ressources culturelles et intellectuelles. L'autre chose, c'est la deuxième politique, serait une politique d'investissement qui favorise le développement des capacités donc, productives parce que effectivement le Covid nous a fait comprendre qu'il était extrêmement important pour chaque pays ou bien pour chaque région de disposer dans sa proximité, en interne ou dans sa proximité, davantage des capacités pour résister à des aléas majeurs de divers ordres que nous allons de plus en plus rencontrer. La dernière des choses, la dernière des politiques devant être la politique industrielle, parce que derrière, nous avons véritablement besoin de révisiter complètement notre panier d'exportation qui aujourd'hui ne peut plus nous permettre d'être résilients parce que ce qui se joue derrière, c'est véritablement la pérennité des économies, la solidité des économies, donc des finances publiques, mais surtout la pérennité des entreprises. Voilà ce que je peux dire pour en condenser pour les deux questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Amédée. Nous avons à peu près une dizaine de minutes avant la fin de la discussion et nous avons quelques questions qui nous sont parvenues à travers les participants. Peut-être je reviens vers Perrine. Il y a une question, je pense, qui est adressée particulièrement à ce que tu as dit dans ta présentation. C'est la compatibilité entre les politiques industrielles et en particulier tout ce qui est transformation en aval et les règles de l'OMC et les règles du commerce et de l'investissement international en général. La question, c'est qu'est-ce qui est permis ou pas? Et qu'est-ce que les pays africains ou les pays en général, les pays riches en ressources qui mettent en place des politiques de contenu local doivent garder en tête quand ils font leur politique et leur stratégie nationale? Oui. Et je crois qu'Isabelle va m'aider à répondre à cette question. Alors, il y a l'OMC et puis il y a les traités, les Bilateral Investment Treaties, les traités bilatéraux d'investissement, je crois que c'est la traduction. Et ceux-là sont bien plus délétères et offensifs que ce qui se passe avec l'OMC. Donc, l'OMC, alors la grosse différence vient du fait que la gestion des disputes à l'OMC, c'est une gestion entre États et qui se passe à travers une institution de l'OMC, alors que sous les traités bilatéraux, la gestion des disputes est entre l'État et l'investisseur, et ça se passe en cours d'arbitrage. Et ça peut être très cher de financer les avocats pour défendre les intérêts de l'État. Et puis, évidemment, si l'État perd, c'est catastrophique au niveau perte d'argent aussi. Et donc, en fait, si l'OMC, effectivement, condamne les interdictions à l'export, les restrictions à l'export, si ces interdictions sont aussi dans les traités bilatéraux, c'est vraiment problématique. Alors, c'est vrai que c'est dans le cas de l'OMC, c'est déjà interdit et les États membres peuvent réagir et s'offusquer un petit peu, mais ça n'a vraiment jamais trop dérangé la continuation des politiques de contenu local. En revanche, si dans votre traité bilatéral, c'est inclus, alors là, ça peut être vraiment problématique parce que ça donne beaucoup de pouvoir à l'entreprise pour condamner le pays. Voilà. En général, en loi internationale, les mesures qui discriminent l'entreprise internationale au profit d'entreprises nationales sont interdites. Voilà, cette discrimination est problématique. Et donc, en fait, quand l'État distribue des subventions aux entreprises, si elle ne veut pas se faire appeler à l'ordre, l'État doit dire que ces subventions sont
sont réservées à toutes les entreprises, même si elles sont internationales, ou alors trouver un moyen intelligent de ne pas faire cette discrimination de manière ouverte. Par exemple, définir les entreprises de telle sorte que les entreprises internationales ne pourraient pas correspondre aux critères. C'est un exercice de style. Donc voilà, donc moi j'appelle les États à vérifier leurs traités bilatéraux, de moins s'inquiéter de l'OMC, mais plutôt de vérifier les traités bilatéraux et de regarder dans quelle mesure les traités bilatéraux récupèrent les interdictions de l'OMC et vont même plus loin, beaucoup plus loin, pour complètement condamner les mesures de contenu local. Ce n'est pas le cas de tous les traités bilatéraux, c'est en particulier le cas des traités bilatéraux signés avec les États-Unis, le Canada et le Japon. Voilà, Isabelle, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Je pense que CCSI et même IASD ont beaucoup écrit dessus. Je pense qu'on peut faire, parce que ce sont des questions qui sont assez techniques et légales. Nous pouvons, dans le mail que nous allons partager à la fin, enfin d'ici 48 heures, mettre les documents et les ressources. Et si il y a un papier, je sais que tu avais écrit pour la GIZ dessus, qui fait une bonne cartographie de toutes ces questions. Peut-être que tu peux nous partager les documents et la documentation que tu as. Comme ça, nous pouvons faire parvenir ça aux participants, parce que ce sont des questions qui, je pense, à juste titre, mériteraient plus de discussion. Elles sont très techniques et très complexes. Mais en tous les cas, tu as fait, merci beaucoup pour ton résumé. Mais envoie-nous juste la documentation et nous ferons suivre pour que les gens puissent avoir peut-être un peu plus de temps pour entrer dans les détails. Voilà, merci. Il y a une question peut-être que je vais revenir. Ça a été mentionné tout à l'heure par Louis dans sa présentation sur le lien entre l'approche régionale et l'approche nationale. Il y a une question sur la nécessité d'adopter une approche régionale versus une approche nationale aux politiques de contenu local, afin d'éviter une duplication d'efforts qui peut avoir un effet de saturer le marché et de faciliter les synergies entre capacités productives et avantages comparatifs. Alors la question, c'est quelles sont les opportunités et obstacles pour une coordination à l'échelle africaine et quel impact aura la ZLECAf sur les chaînes de valeur dans le secteur minier? Peut-être, lui, si vous pouvez, je sais que vous participez pas mal aux discussions sur la ZLECAf et au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Peut-être, si vous pouvez répondre à la question. Oh, d'accord. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, la chose, elle est celle-là. Elle est que le développement de nos pays peuvent de moins en moins s'appréhender dans une perspective nationale exclusivement. Le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas véritablement, il y a besoin, je dirais, de directives claires des institutions régionales qui encadrent la mise en œuvre des politiques de local content. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est-à-dire la chose qui fonde la mise en œuvre de ces politiques. C'est surtout parce que pendant longtemps, on a des secteurs d'activité ou des entreprises qui ont fonctionné dans une économie comme une enclave. Et là, il s'agit de faire en sorte que les pays tirent le bénéfice de la présence de ces entreprises ou de ces activités sur leur territoire. C'est justement pour ça que dans une première approche, la préoccupation, c'est que les populations immédiates, environnantes immédiates des entreprises ou les dépositaires de la ressource puissent en tirer profit. Mais il va sans dire que si je l'ai dit, normalement, pour pouvoir participer aux chaînes de valeur mondiales, il faut que vous ayez, il y a des dotations que vous devez avoir des capacités de production, vous devez avoir un marché, vous devez avoir un certain niveau de compétences, Perrine l'a dit. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne pourrez pas trouver tout cela localement. Il va falloir l'appréhender dans une dynamique qui est beaucoup plus régionale, surtout qu'on est dans une démarche intégrative. Donc, le vrai problème, si problème il y a,
C'est juste qu'il n'existe pas aussi bien au niveau de la sous-région que de l'Afrique de directives assez claires sur la manière de mettre en œuvre les politiques de contenu local pour qu'elles puissent déboucher à un certain niveau sur, sur une démarche complètement régionale. Voilà ce que je peux dire. Mais sinon, la ZLECAf constitue une opportunité, d'autant plus que quand on regarde les échanges que nous avons en nos pays entre nous, les besoins des uns ne sont pas satisfaits par les autres. C'est-à-dire nos offres sont quasiment les mêmes. Donc, il y a vraiment des possibilités de pouvoir développer, surtout pas forcément intégrer toujours les chaînes de valeur mondiales, mais des chaînes de valeur régionales. Et c'est possible. C'est possible. Voilà ce que je voulais dire. Oui, peut-être que je peux rajouter quelque chose à ça. Je pense que c'est une question fondamentale parce que fondamentalement, les économies en elles-mêmes, les marchés sont très petits et très restreints. Donc, si on veut développer des chaînes de valeur, ça fait absolument sens de pouvoir les exporter chez les voisins. Et c'est clair que si chacun développe sa politique de contenu local sur les mêmes produits, on va se tirer dans les pattes plutôt que de se complémenter. Et je pense que cette approche régionale, la coordination est essentielle. La deuxième chose que je peux dire, c'est que la ZLECAf aura certainement des règles d'origine, mais si on regarde nos régions, je prends par exemple la région de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a des règles d'origine qui facilitent, en théorie, cette approche régionale et elle mériterait probablement d'être mise en exergue et d'être peut-être pas harmonisée, mais coordonnée avec les initiatives nationales, justement pour permettre de ne pas avoir à doubler les efforts et surtout à développer les synergies entre les capacités productives. Comme vous avez dit vous-même, le grand défi, c'est la similitude dans les structures de production. Mais quand on regarde une chaîne de valeur, certaines chaînes de valeur sont très larges. Donc, le positionnement est important. On peut tous avoir les mêmes produits, mais on n'est pas obligé de se positionner sur le même segment de la chaîne de valeur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. C'est quand on regarde certaines économies européennes, elles se ressemblent aussi beaucoup, mais simplement les pays se positionnent à des endroits différents, là où ils ont des avantages comparatifs, technologiques, etc. Je pense que cet aspect de bien comprendre comment fonctionne la chaîne, où se trouve la partie la plus intéressante et comment se positionner dessus est quelque chose qu'au niveau régional devrait être discuté et bien évidemment perlé sur les discussions nationales au moment de la mise en place de la stratégie. Si je pouvais juste rajouter ce petit bout, parce que je pense que la question était aussi sur les synergies qu'on pouvait dégager et les efforts qu'il faudrait faire pour ne pas faire deux fois la même chose. Je regarde l'heure, il nous reste 4 minutes. Peut-être, il y a un certain nombre de questions encore qui n'ont pas été répondues. Ce que je vais faire, c'est je vais les transmettre aux intervenants pour que vous puissiez avoir des réponses parce que ce sont toutes des questions extrêmement intéressantes. D'ailleurs, il y avait une que malheureusement, Perrine a dû partir parce qu'elle a une autre réunion. Il y a 2 ou 3 questions qui sont adressées à elle, mais nous allons vous répondre en vous mettant directement en lien avec les participants. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas pu poser ou qui viennent après, de nous contacter. Donc, je voudrais vous remercier tous de votre participation. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Le temps n'est jamais suffisant, bien sûr. Les discussions ont été enrichissantes et je ne peux pas faire un résumé de tout ce qui a été dit parce que je pense que les experts sont mieux placés que moi et connaissent les questions pratiques mieux que moi. Mais ils ont tous bien fait ressortir l'importance de mieux tirer parti de ces ressources, de ces richesses du sous-sol et surtout de faire évoluer la politique minière vers plus de transformation et plus de valeur ajoutée. Il y a certainement énormément de défis à relever et l'expérience internationale, comme nous l'a démontré Perrine tout à l'heure, est riche d'enseignements.
Mais il y a énormément d'opportunités et je pense que c'est sur cette note que j'aimerais bien conclure, qui s'offre au pays et en particulier en ces temps où même les pays les plus industrialisés remettent en question quelque part le modèle de production. Je ne pense pas que nous devrions regarder ce qui n'a pas été brillant et s'asseoir et se dire qu'on ne peut rien faire. Nous ne sommes pas condamnés à ne pas tenter l'aventure parce que d'autres politiques n'ont pas échoué. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Et nous aurons un autre webinaire dans un mois sur les changements technologiques et l'impact que ça aura sur le secteur minier. Donc, restez à l'écoute. Nous allons circuler la date bientôt et avec le programme. Et nous allons vous faire parvenir d'ici 48 heures un email avec la présentation qui a été faite et les liens avec toutes les ressources qui ont été qui ont été mentionnées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, et je voudrais remercier encore une fois les intervenants d'avoir bien voulu nous donner 1h30 de votre temps. Le temps est très important et nous vous en remercions énormément. Merci beaucoup à tous pour d'être restés. Je vois qu'il y avait une centaine de personnes jusqu'à il y a 1 minute. Et donc voilà, et à bientôt j'espère et bonne fin d'après-midi à tous. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.